Le 23 mars 1850, sur la place du marché de Pendleton, dans le Lancashire, une femme fut vendue aux enchères publiques pour la somme de 2 livres sterling et 6 shillings. Son nom était Sarah Caldwell. Son crime ? Avoir découvert que sa belle famille avait construit son empire sur les cadavres de ses rivaux. Ce qui se passa ensuite transforma un marché aux enchères sordide en l'une des vengeances les plus méticuleusement orchestrées de l'ère industrielle britannique. Une vengeance qui révéla des secrets si terribles que certains documents furent brûlés, certains témoins disparurent et que l'histoire officielle préféra oublier ce qui s'était réellement passé dans le Lancashire cette année-là. Avant de plonger dans cette histoire sombre et véridique, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à laisser un commentaire pour nous dire de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Votre soutien nous permet de continuer à exhumer ces récits oubliés de l'histoire. Et maintenant, retournons en 1850, dans une Angleterre industrielle où la vie humaine valait moins qu'une machine à tisser et où les secrets de famille se transmettaient comme des malédictions de génération en génération. Le Lancashire de 1850 était le cœur battant de la révolution industrielle britannique. Des cheminées d'usines perçaient le ciel gris comme des doigts accusateurs, crachant une fumée noire qui obscurcissait le soleil dès la mi-journée. Les manufactures de coton s'étendaient le long des canaux et des rivières, leurs machines rugissantes dévorant le travail humain avec un appétit insatiable. Dans ce paysage de suie et de progrès forcenés, quelques familles avaient su tirer profit du chaos pour bâtir des fortunes colossales. Parmi ces dynasties industrielles, les Caldwell de Pendleton occupaient une place particulière. Leur manufacture, Caldwell Cotton Mills, employait plus de 800 ouvriers et contrôlait près d'un tiers de la production textile de la région. La famille résidait dans Thornbury Manor, une imposante demeure georgienne située à l'écart de la ville, entourée de jardins soigneusement entretenus qui contrastaient violemment avec les ruelles enfumées et les taudis ouvriers. Le patriarche, Josiah Caldwell, était décédé 3 ans auparavant, en 1847, laissant l'empire familial entre les mains de son fils aîné, Edmund. Mais Edmund lui-même était mort dans des circonstances tragiques 6 mois après son père, lors d'un accident de chasse qui avait choqué toute la région. C'était ainsi que Thomas Caldwell, le fils cadet, s'était retrouvé à la tête de la fortune familiale à l'âge de 28 ans. Un héritage qu'il n'avait jamais été préparé à recevoir, disaient les mauvaises langues. Un héritage qu'il avait peut-être désiré trop ardemment, murmuraient d'autres voix, plus prudentes. La vente d'épouses était une pratique honteuse, mais tolérée dans l'Angleterre victorienne, particulièrement parmi les classes laborieuses. Le divorce étant pratiquement impossible pour les pauvres en raison de son coût prohibitif, certains hommes recouraient à cette méthode publique pour se débarrasser d'une épouse devenue indésirable. La femme était conduite au marché, parfois avec une corde autour du cou comme du bétail, et vendue au plus offrant. Les autorités fermaient généralement les yeux sur ces transactions, considérant qu'elles résolvaient des problèmes domestiques sans encombrer les tribunaux. Qu'une telle vente implique une famille de la stature des Caldwell était donc extraordinairement inhabituelle. Cela témoignait soit d'un désespoir extrême, soit d'une détermination impitoyable à effacer un problème par n'importe quel moyen. Dans le cas de Sarah Caldwell, c'était les deux. Sarah avait épousé Thomas Caldwell 4 ans auparavant, en 1846. Elle était la fille d'un notaire respectable de Manchester, et le mariage avait été arrangé pour consolider des relations commerciales avantageuses. Les premières années avaient semblé heureuses, du moins aux yeux des observateurs extérieurs. Sarah était une jeune femme intelligente et cultivée qui s'intéressait aux œuvres de charité et gérait la maisonnée avec efficacité. Mais progressivement, son comportement avait changé. Les domestiques rapportaient des crises de tremblement inexpliquées, des moments de confusion où Sarah semblait ne plus reconnaître son entourage, des accès de paranoïa où elle accusait son mari de vouloir l'empoisonner. Le médecin de famille, le docteur Pemberton, avait diagnostiqué une forme de mélancolie hystérique aggravée par une constitution nerveuse fragile.
Thomas Caldwell avait fait appel à plusieurs spécialistes de Manchester et même de Londres, mais l'état de Sarah n'avait fait qu'empirer. Au début de l'année 1850, elle était devenue, selon les termes du docteur Pemberton, une menace pour elle-même et pour autrui. Elle délirait, refusait de s'alimenter et avait tenté à 2 reprises de quitter la propriété en pleine nuit, pieds nus et en chemise de nuit, prétendant devoir révéler la vérité avant qu'il ne soit trop tard. L'option d'un internement dans un asile avait été sérieusement envisagée. Mais Thomas Caldwell, peut-être par fierté familiale ou par crainte du scandale, avait choisi une solution encore plus radicale. Se débarrasser purement et simplement de son épouse par une vente publique. L'annonce avait été publiée dans le Pendleton Chronicle le 18 mars 1850. Vente publique d'une épouse, samedi 23 mars à midi sur la place du marché. La dame sera conduite en licol et vendue au plus offrant. Conditions: paiement comptant, prise en charge immédiate et complète de la personne. Aucune réclamation ultérieure ne sera acceptée. L'annonce avait provoqué un scandale considérable dans la bonne société du Lancashire. Certains y voyaient une preuve de la décadence morale de l'époque, d'autres une nécessité pragmatique face à une situation impossible. Mais tous s'accordaient à dire qu'il était extraordinaire de voir un Caldwell recourir à de telles méthodes. Ce que personne ne savait, c'est que cette vente n'était que la première pièce d'un jeu d'échecs mortel dont les règles avaient été établies des décennies auparavant, et dont les joueurs étaient tous marqués par le sang et le secret. Le samedi 23 mars 1850, à 11h30 du matin, une foule d'environ 200 personnes s'était rassemblée sur la place du marché de Pendleton. Il y avait là des curieux, des journalistes, des moralistes venus protester contre cette ignominie et quelques hommes au regard calculateur qui semblaient véritablement intéressés par l'acquisition proposée. Sarah Caldwell fut amenée dans une voiture fermée, accompagnée de son mari Thomas et de 2 domestiques. Lorsqu'elle descendit du véhicule, un murmure parcourut la foule. Elle portait une robe simple de couleur grise, ses cheveux châtains étaient tirés en arrière de manière sévère et son visage était d'une pâleur cadavérique. Mais ce qui frappa le plus les témoins présents, ce fut son regard. Contrairement à ce qu'on aurait pu attendre d'une femme dérangée, Sarah Caldwell avait les yeux parfaitement lucides, d'un bleu glacial qui semblait transpercer quiconque osait croiser son regard. Selon le protocole habituel de ces ventes grotesques, Thomas Caldwell passa une corde autour du poignet de son épouse et la conduisit au centre de la place, près de la croix de marché. Un commissaire-priseur improvisé, un certain monsieur Hartley, marchand de bestiaux de son état, commença la procédure. « Mesdames et messieurs, déclara-t-il d'une voix forte qui portait dans l'air froid de mars, nous procédons aujourd'hui à la vente d'une épouse, conformément à la volonté de son mari légitime, Monsieur Thomas Caldwell de Thornbury Manor. La dame répond au nom de Sarah Caldwell, née Preston, âgée de 26 ans. Elle est en bonne santé physique générale, sait lire et écrire, et possède des compétences en gestion domestique. L'enchère commence à 1 livre sterling. Qui veut offrir? Un silence gêné s'installa. Plusieurs hommes présents qui avaient peut-être eu l'intention de participer semblaient maintenant hésiter, intimidés par le regard implacable de Sarah et par la présence d'un Caldwell. Puis une voix s'éleva du fond de la foule. 2 livres sterling. Les têtes se tournèrent pour identifier l'enchérisseur. C'était un homme d'environ 30 ans, de stature moyenne, aux vêtements de travail poussiéreux qui le marquaient comme un mineur ou un ouvrier. Son visage était anguleux, creusé par des années de labeur, mais ses yeux noirs brillaient d'une intelligence aiguë. Il s'avança lentement à travers la foule, son regard fixé non pas sur Sarah, mais sur Thomas Caldwell. 2 livres sterling, répéta-t-il d'une voix ferme, et 6 shillings. Le commissaire-priseur Hartley regarda autour de lui, attendant d'autres enchères. Personne ne parla. L'atmosphère était devenue étrangement tendue, comme si tous les présents sentaient confusément qu'ils assistaient à quelque chose de plus significatif qu'une simple transaction sordide. 2 livres et 6 shillings, annonça Hartley après un moment.
Une fois, deux fois, vendu. L'homme s'approcha et compta les pièces dans la main du commissaire-priseur. Puis il se tourna vers Sarah Caldwell et, dans un geste qui surprit tous les témoins, il lui tendit la main plutôt que de saisir la corde qui l'attachait. « Madame, dit-il simplement, je suis William Garrett. Si vous voulez bien me suivre. » Sarah regarda sa main tendue pendant un long moment, puis elle tourna son regard vers Thomas Caldwell. Ce qui se passa dans cet échange de regards, plusieurs témoins le rapportèrent plus tard, avec une gêne manifeste. Il y avait là quelque chose de glacial, de définitif, comme une porte se fermant pour toujours sur un tombeau. « Je te maudis, » dit Sarah d'une voix basse mais parfaitement audible. « Je te maudis, toi et tout ce que les Caldwell ont construit sur le mensonge et le meurtre. Tu crois t'être débarrassé de moi, Thomas, mais c'est seulement maintenant que ta véritable punition commence. » Thomas Caldwell devint livide. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Sarah se détourna de lui, prit la main de William Garrett, et ensemble ils quittèrent la place du marché sans un regard en arrière. Les journaux locaux rapportèrent l'événement avec un mélange de fascination morbide et de désapprobation morale. Le Pendleton Chronicle publia un éditorial cinglant sur la dégradation des mœurs aristocratiques et l'ignominie d'une famille qui préférait vendre une épouse plutôt que d'assumer ses responsabilités chrétiennes envers une malade. Mais l'article évitait soigneusement de trop critiquer directement les Caldwell. La famille était trop puissante, employait trop de personnes, possédait trop d'influence. Ce que les journaux ne rapportèrent pas, ce que personne ne pouvait savoir ce jour-là, c'était que cette vente n'était pas une fin, mais un commencement. Le commencement d'une vengeance qui avait germé pendant des décennies, nourrie par le sang et les secrets, et qui allait bientôt éclore de la manière la plus terrible qui soit. Pour comprendre ce qui se passa ensuite, il faut remonter 20 ans en arrière, à l'année 1830, quand le Lancashire était encore en pleine transformation industrielle et que les fortunes se faisaient et se défaisaient au rythme des innovations techniques et des alliances stratégiques. À cette époque, Josiah Caldwell n'était pas encore le magnate incontesté qu'il deviendrait. Il possédait une manufacture de taille moyenne, prospère certes, mais loin de dominer le marché régional. Son principal concurrent était un homme nommé Richard Garrett, propriétaire d'une filature moderne, qui avait récemment installé des métiers à tisser automatique importés de France, une innovation technique qui menaçait de révolutionner la production textile. Richard Garrett était un homme méticuleux et visionnaire. Il avait compris que l'avenir appartenait à ceux qui sauraient combiner innovation technique et relations commerciales solides. Il avait également compris quelque chose de plus dangereux, que la fortune des Caldwell reposait sur des fondations troubles. En examinant les archives commerciales disponibles, en recoupant des témoignages d'anciens employés, Richard Garrett avait découvert un schéma inquiétant. Entre 1815 et 1829, 4 concurrents directs de Josiah Caldwell avaient connu des fins tragiques. Le premier, Samuel Drayton, était mort dans un incendie qui avait ravagé sa manufacture en 1815. L'enquête avait conclu à un accident causé par une lampe à huile renversée, mais des témoins avaient rapporté avoir vu des hommes suspects rôder autour du bâtiment la nuit précédente. Le deuxième, Peter Holbrook, s'était noyé dans le canal en 1818, apparemment en état d'ébriété, bien que tous ceux qui le connaissaient affirmaient qu'il était un abstinent convaincu. Le troisième, William Croft, avait été victime d'un accident d'attelage en 1822, son cheval s'étant emballé mystérieusement sur une route qu'il empruntait pourtant quotidiennement. Le quatrième, James Lockhart, était mort d'un empoisonnement alimentaire en 1829 après un dîner d'affaires avec Josiah Caldwell. Pris individuellement, ces événements pouvaient passer pour de malheureuses coïncidences. Mais Richard Garrett avait remarqué que dans chaque cas, les propriétés et les contrats commerciaux des défunts avaient rapidement été absorbés par Josiah Caldwell, généralement à des prix dérisoires, et en profitant de la détresse des veuves ou des héritiers désemparés.
Richard Garrett avait commencé à compiler des preuves, à interroger discrètement d'anciens employés de Caldwell, à rechercher des documents. Il avait découvert l'existence d'un homme nommé Silas Crenshaw, un ancien contremaître de Caldwell qui avait soudainement quitté son emploi en 1829 et disparu de la région. Après des semaines de recherche, Garrett avait retrouvé Crenshaw dans un taudis de Liverpool, ravagé par l'alcool et la culpabilité. Dans un moment de lucidité désespérée, Crenshaw avait tout raconté à Garrett. Comment Josiah Caldwell lui avait confié des missions spéciales qui impliquaient de surveiller des concurrents, de saboter leurs équipements et, dans au moins 2 cas, d'organiser des accidents fatals. Crenshaw avait été payé généreusement pour son silence, mais l'argent n'avait pas suffi à étouffer ses remords. Il avait accepté de témoigner, à condition que Garrett garantisse sa sécurité et celle de sa famille. Richard Garrett avait alors commis son erreur fatale. Il avait confié ses découvertes à son épouse Eleanor et à son fils de 10 ans, William, leur expliquant qu'il devait se rendre à Manchester pour déposer ses preuves auprès d'un magistrat de confiance. Il voulait que sa famille sache la vérité au cas où quelque chose lui arriverait. Il leur avait montré le dossier qu'il avait constitué, conservé dans un coffret en cuir qu'il gardait dans son bureau. Le 28 octobre 1830, Richard Garrett quitta Pendleton pour Manchester. Il ne revint jamais. On retrouva son corps 3 jours plus tard, dans une ruelle sombre du quartier industriel de Manchester. Il avait été battu à mort, apparemment victime d'une agression crapuleuse. Sa bourse avait été volée, ainsi que tous les documents qu'il portait sur lui. L'enquête conclut à un meurtre commis par des voleurs de grand chemin. Un crime malheureusement banal dans les quartiers malfamés de la ville. L'affaire fut classée au bout de quelques semaines, aucun suspect n'ayant été identifié. Silas Crenshaw disparut la même semaine. On ne retrouva jamais son corps. Certains prétendaient qu'il avait fui à l'étranger. D'autres murmuraient qu'il reposait au fond du canal, lesté de pierres. Eleanor Garrett, dévastée par la mort de son mari, tenta de continuer à gérer la filature, mais elle se heurta rapidement à d'insurmontables difficultés. Les banques refusèrent de renouveler les prêts, les fournisseurs exigèrent des paiements immédiats, et plusieurs de ses meilleurs ouvriers qualifiés partirent mystérieusement travailler pour Caldwell Cotton Mills. En moins d'1 an, Eleanor fut contrainte de vendre la filature et toutes les propriétés associées. L'acheteur, Josiah Caldwell, qui offrit une somme dérisoire que la veuve dut accepter pour éviter la banqueroute totale. Eleanor et son fils William quittèrent Pendleton en 1832. Ils s'installèrent dans une petite maison ouvrière à Wigan, où Eleanor trouva du travail comme gouvernante. Elle mourut de consomption en 1838, épuisée par des années de labeur et de chagrin. Avant de mourir, elle fit promettre à William, alors âgé de 18 ans, de ne jamais oublier ce que les Caldwell avaient fait à leur famille. William Garrett n'oublia pas. Il descendit travailler dans les mines de charbon, économisant chaque penny, vivant dans des conditions misérables, mais avec un unique objectif qui le consumait. Découvrir la vérité sur la mort de son père et faire payer les Caldwell. Il passa des années à rechercher des informations, à suivre la trace de Silas Crenshaw, en vain, à essayer de comprendre comment les Caldwell opéraient. Ce qu'il découvrit dépassait ses pires soupçons. Les meurtres n'avaient pas cessé avec la mort de son père. En 1834, un inventeur nommé George Ainsworth, qui avait développé un nouveau système de ventilation pour les usines textiles et refusé de vendre son brevet à Josiah Caldwell, était mort dans un accident de diligence sur une route de montagne. En 1840, un banquier de Liverpool nommé Henry Falmouth, qui avait menacé de révéler certaines irrégularités dans les comptes de Caldwell Cotton Mills, s'était suicidé en se jetant du haut d'un pont, laissant une lettre confuse évoquant des dettes de jeu imaginaires. En 1843, un journaliste du Manchester Guardian, qui enquêtait sur les conditions de travail dans les manufactures Caldwell, avait été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel, victime apparente d'une crise cardiaque, bien qu'il n'eût que 35 ans et fût en excellente santé. Le schéma était toujours le même.
Des morts qui pouvaient passer pour des accidents ou des coïncidences malheureuses, survenant toujours au moment le plus opportun pour les intérêts des Caldwell, et suivis d'une absorption rapide des biens ou d'une neutralisation des menaces. William Garrett comprit qu'il ne pourrait jamais obtenir de preuves tangibles en se contentant d'enquêter de l'extérieur. Les Caldwell étaient trop prudents, trop protégés par leur position sociale et leurs relations. Ils devaient pénétrer au cœur de la famille, accéder aux documents privés que Richard Garrett n'avait jamais pu déposer auprès d'un magistrat, les preuves que sa mère avait été contrainte d'abandonner lors de la vente forcée de leurs biens. C'est alors qu'il entendit parler de Sarah Caldwell et de ses crises de folie. Les rumeurs circulaient dans toute la région sur l'épouse dérangée de Thomas Caldwell, qui délirait et accusait son mari de crimes horribles. William Garrett, avec l'instinct aiguisé de quelqu'un qui a passé des années à traquer la vérité, sentit qu'il y avait là quelque chose d'important. Il commença à se renseigner discrètement, à écouter les bavardages des domestiques dans les tavernes, à reconstituer le puzzle de ce qui se passait vraiment à Thornbury Manor, et c'est ainsi qu'il découvrit la véritable nature des délires de Sarah Caldwell. Elle n'était pas folle. Elle avait découvert la vérité sur son mari et sur sa famille, et on l'empoisonnait lentement pour la faire taire. Les semaines qui suivirent la mort de Josiah Caldwell en 1847 avaient été une période étrange à Thornbury Manor. Sarah, alors mariée depuis seulement 1 an, avait commencé à remarquer des tensions inhabituelles entre Thomas et son frère aîné Edmund. Les 2 frères, autrefois proches, se parlaient à peine, et quand ils le faisaient, c'était avec une politesse glaciale qui était pire que l'hostilité ouverte. Edmund, en tant que fils aîné, avait hérité de la direction de Caldwell Cotton Mills et de la plus grande part de la fortune familiale. Thomas avait reçu une rente confortable et une participation minoritaire dans l'entreprise. Mais c'était Edmund qui prenait les décisions. Et Edmund, Sarah l'avait rapidement compris, avait une vision très différente de celle de son père et de son frère. Edmund Caldwell était un homme de principe, peut-être le seul véritable homme de principe que la famille ait jamais produit. Il était profondément troublé par certaines décisions que son père avait prises au fil des années, par des rumeurs persistantes sur la manière dont la fortune familiale avait été bâtie. Peu après avoir pris la direction de l'entreprise, Edmund avait commencé à examiner minutieusement les archives, les transactions passées, les acquisitions de propriétés concurrentes. Sarah se souvenait d'une soirée de septembre 1847, environ 2 mois après la mort de Josiah. Elle était passée devant le bureau d'Edmund et l'avait trouvé penché sur des registres anciens, son visage marqué par une expression de dégoût et d'horreur croissant. « Sarah », avait-il dit en levant les yeux vers elle, « connaissez-vous l'histoire de la famille Garrett ?» Il possédait autrefois une filature prospère. Richard Garrett est mort à Manchester en 1830, et sa veuve a dû nous vendre sa propriété pour presque rien. Sarah avait secoué la tête. Elle était encore nouvelle dans la famille, et on ne lui parlait guère des affaires commerciales. « J'ai trouvé des documents », avait continué Edmund d'une voix troublée. « Des paiements importants à un homme nommé Silas Crenshaw, effectués discrètement entre 1815 et 1830. Des notes codées dans les marges du registre de mon père. Des références à des problèmes résolus qui coïncident exactement avec les dates où nos principaux concurrents ont connu des tragédies. » Il avait regardé Sarah avec une intensité dérangeante. « Je crois que mon père a fait des choses terribles. Je crois qu'il a commandité des meurtres pour éliminer ses rivaux commerciaux. Et je crois que mon frère Thomas le sait et trouve cela parfaitement acceptable. » Sarah avait été choquée, mais quelque chose dans la sincérité d'Edmund, dans son évidente détresse morale, l'avait convaincue qu'il disait la vérité. Elle avait demandé ce qu'il comptait faire. « Je vais tout révéler », avait répondu Edmund. « Je vais déposer ces documents auprès d'un magistrat, demander une enquête officielle. Notre fortune est bâtie sur le crime et le sang. Je ne peux pas vivre avec ce fardeau. Je préfère perdre tout ce que nous possédons plutôt que de perpétuer cette ignominie. » Mais Edmund Caldwell n'eut jamais l'occasion de révéler quoi que ce soit.
Le 15 octobre 1847, Edmund et Thomas partirent ensemble pour une partie de chasse sur les terres familiales, un vaste domaine de forêts et de landes au nord de Pendleton. C'était devenu une tradition entre les deux frères, une manière de maintenir une apparence de cordialité malgré leurs différends. Ils partirent à l'aube, accompagnés de 2 valets et de plusieurs chiens de chasse. Vers midi, les autres chasseurs entendirent un coup de feu isolé, suivi d'un cri. Ils se précipitèrent et trouvèrent Thomas Caldwell agenouillé près du corps de son frère, le visage livide. Edmund avait été touché en pleine poitrine par une charge de chevrotine tirée à bout portant. Il était mort instantanément. Thomas, tremblant et visiblement en état de choc, expliqua que les 2 frères s'étaient séparés pour couvrir plus de terrain. Il avait entendu un mouvement dans les buissons, avait cru apercevoir un cerf et avait tiré sans réfléchir. C'était seulement en s'approchant qu'il avait réalisé avec horreur qu'il venait de tuer son propre frère. L'enquête qui suivit fut brève et concluante. Le magistrat local, un certain Sir Archibald Pemberton, oncle du docteur Pemberton, médecin de famille des Caldwell, interrogea tous les témoins et examina les circonstances. Les valets confirmèrent que les frères s'étaient séparés, que la visibilité était mauvaise dans les sous-bois épais et que des accidents de chasse de ce type, bien que tragiques, n'étaient pas inhabituels. Thomas Caldwell, dévasté par le chagrin et la culpabilité, fut officiellement exonéré de toute responsabilité criminelle. Le verdict fut « mort accidentelle ». Sarah avait assisté aux funérailles d'Edmund avec un sentiment grandissant d'horreur et de suspicion. Elle avait vu l'expression sur le visage de Thomas pendant la cérémonie, un mélange troublant de deuil apparent et de quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à identifier clairement, mais qui ressemblait à du soulagement. Dans les semaines qui suivirent, Sarah avait cherché les documents qu'Edmund lui avait montrés. Ils avaient disparu. Le bureau d'Edmund avait été rangé par Thomas et tous les registres anciens avaient été transférés dans une chambre forte de la manufacture. Quand Sarah demanda à les consulter, sous prétexte de vouloir comprendre les affaires familiales, Thomas refusa poliment mais fermement, arguant que ces questions étaient trop complexes pour une dame et que cela ne ferait que la troubler inutilement. C'est alors que Sarah commit son erreur. Convaincue que Thomas avait délibérément tué son frère pour hériter de la fortune et pour empêcher la révélation des crimes familiaux, elle confronta directement son mari. C'était lors d'un dîner en tête-à-tête, en février 1848, 4 mois après la mort d'Edmund. « Je sais ce que tu as fait », avait-elle dit d'une voix tremblante mais déterminée. « Edmund m'a montré les preuves avant de mourir. Je sais pour les meurtres, pour ton père, pour les Garrett et tous les autres. Et je sais que tu as tué ton frère pour l'empêcher de révéler la vérité. » Thomas était devenu très pâle. Il avait posé son verre de vin avec une précision extrême, ses mains parfaitement stables. « Ma chère Sarah, » avait-il dit d'une voix douce qui était plus terrifiante que n'importe quel cri, « vous êtes bouleversée. La mort d'Edmund nous a tous profondément affectés. Je pense que vous devriez vous reposer. Ces idées délirantes sont le signe d'une constitution nerveuse fragile. Je vais demander au docteur Pemberton de vous examiner. »« Je ne suis pas folle, » avait répliqué Sarah, « et je ne me tairai pas. Si tu ne confesses pas ce que tu as fait, je le ferai moi-même. J'irai voir les autorités. » Thomas avait souri alors, un sourire terrible qui avait glacé Sarah jusqu'aux os. « Personne ne vous croira, » avait-il dit simplement. « Vous êtes une femme. Je suis un Caldwell. Vous n'avez aucune preuve puisque Edmund n'a laissé aucun document, n'est-ce pas? Mais si vous persistez dans ces accusations délirantes, je serai contraint de prendre des mesures pour protéger votre réputation et la mienne. Le docteur Pemberton pourra attester que vous souffrez d'hystérie aiguë. Un séjour dans un établissement spécialisé pourrait s'avérer nécessaire. » La menace était claire. À l'époque victorienne, un mari avait un pouvoir pratiquement illimité sur son épouse. Avec le témoignage d'un médecin complice, Thomas pouvait faire interner Sarah dans un asile pour le reste de sa vie, et personne ne poserait de questions.
Sarah comprit qu'elle avait gravement sous-estimé la situation et la dangerosité de son mari. Elle décida de battre en retraite temporairement, faisant semblant de se calmer, s'excusant pour ses idées confuses. Mais elle savait maintenant qu'elle devait être plus prudente, plus méthodique. Elle devait trouver les preuves qu'Edmund avait découvertes, les sécuriser, et ensuite élaborer un plan pour les révéler sans que Thomas puisse la faire taire. C'est alors que l'empoisonnement commença. Au début, Sarah pensa qu'elle était simplement malade. Des nausées légères, des maux de tête, une fatigue inhabituelle. Le docteur Pemberton diagnostiqua une simple indisposition et prescrivit un tonique fortifiant. Mais les symptômes s'aggravèrent progressivement. Sarah commença à souffrir de douleurs abdominales violentes, de vomissements, de tremblements incontrôlables. Ses cheveux commencèrent à tomber par mèches. Sa peau prit une teinte grisâtre. Le docteur Pemberton, perplexe, proposa différents diagnostics. Anémie sévère, troubles hépatiques, faiblesse constitutionnelle aggravée par le stress nerveux. Mais rien ne semblait améliorer l'état de Sarah. Au contraire, elle empirait semaine après semaine. Ce fut une femme de chambre, une jeune fille nommée Mary Hutchins, qui donna involontairement à Sarah la clé du mystère. Un soir de juin 1848, alors qu'elle apportait le thé du soir de Sarah, Mary fit une remarque innocente. « Madame a de la chance que monsieur se soucie tant de sa santé. Tous les soirs, il prépare lui-même votre tisane médicinale. Il dit que personne d'autre ne peut la préparer correctement. » Sarah, dans un éclair de lucidité terrible, comprit. Le tonique que Thomas lui donnait chaque soir, celui qu'il préparait personnellement dans son cabinet privé, celui qu'il insistait pour qu'elle boive entièrement pour son bien, c'était du poison. L'arsenic était facile à obtenir à l'époque victorienne. On l'utilisait pour de nombreux usages industriels, et les manufactures de coton, comme celle des Caldwell, en avaient des stocks importants pour traiter certains tissus. Administré en petites doses régulières, l'arsenic produisait exactement les symptômes dont Sarah souffrait. Nausées, douleurs abdominales, tremblements, perte de cheveux, confusion mentale progressive. Et le plus pernicieux, c'est que ces symptômes ressemblaient beaucoup à ceux de diverses maladies naturelles ou de troubles nerveux. Thomas empoisonnait sa femme lentement, méthodiquement, de manière à ce que sa détérioration paraisse naturelle. Une fois qu'elle serait suffisamment affaiblie mentalement et physiquement, il pourrait soit la faire interner dans un asile où elle mourrait rapidement dans des conditions sordides, soit simplement attendre qu'elle succombe à ce qui serait diagnostiqué comme une maladie mystérieuse mais naturelle. Sarah cessa immédiatement de boire les tisanes que Thomas lui préparait. Elle les versait discrètement dans un pot de chambre qu'elle vidait elle-même, prétextant une pudeur excessive qui l'empêchait de laisser les domestiques s'en charger. Progressivement, sa santé commença à s'améliorer, mais elle comprit qu'elle devait faire semblant de continuer à se détériorer, sinon Thomas deviendrait suspicieux. C'est ainsi que Sarah commença à jouer un double jeu terrifiant. En présence de son mari et du docteur Pemberton, elle simulait des crises de confusion, des tremblements, des accès de paranoïa. Elle accusait Thomas de vouloir l'empoisonner, sachant que ces accusations, venant d'une femme malade, ne feraient que renforcer le diagnostic d'hystérie. Mais en privé, dans ces moments de solitude, elle était parfaitement lucide et travaillait méthodiquement à son plan de survie. Elle savait qu'elle devait trouver les documents qu'Edmund avait découverts. Pendant les longues soirées où Thomas était à la manufacture, Sarah fouillait discrètement le manoir. Elle examina le bureau de Thomas, les coffres, les armoires. Elle soudoya Mary Hutchins avec les quelques bijoux qu'elle possédait encore pour obtenir des informations sur les allées et venues de son mari, sur les endroits où il passait du temps seul. C'est ainsi qu'elle découvrit l'existence d'un bureau secret dans la bibliothèque, caché derrière une fausse rangée de livres. Un soir d'octobre 1849, profitant de l'absence de Thomas qui était à Manchester pour affaires, Sarah réussit à ouvrir le mécanisme dissimulé. Derrière le panneau se trouvait une petite pièce sans fenêtre, éclairée par une unique lampe à huile, contenant un bureau,
une chaise et plusieurs coffrets métalliques. Le cœur battant, Sarah fouilla les coffrets. Ce qu'elle découvrit dépassa ses pires craintes. Il y avait là des décennies de correspondances compromettantes, de registres de paiements secrets, de notes détaillant des opérations criminelles, des lettres de Josiah Caldwell à Silas Crenshaw donnant des instructions codées mais transparentes pour résoudre des problèmes avec des concurrents, des reçus pour des paiements à des hommes de main, des copies de documents notariés montrant comment les Caldwell avaient systématiquement acquis les propriétés de leurs rivaux après leur mort accidentelle. Et le plus accablant, un journal personnel de Thomas Caldwell lui-même, commencé après la mort de son père, dans lequel il décrivait avec une froideur clinique comment il avait planifié et exécuté le meurtre de son frère. Comment il avait étudié les habitudes d'Edmund pendant des semaines, comment il avait choisi le moment et l'endroit parfait pour le accident, comment il avait tiré délibérément sur son frère en sachant exactement où il se trouvait, puis s'était mis à crier et à simuler le choc pour tromper les témoins. Edmund était faible, écrivait Thomas dans son journal. Il n'aurait jamais eu la force de faire ce qui doit être fait pour protéger notre famille et notre fortune. Il aurait détruit tout ce que Père a construit, par sentimentalisme moral mal placé. Je n'avais pas le choix. C'était lui ou l'Empire que 3 générations de Caldwell ont édifié. J'ai choisi la survie. Sarah, les mains tremblantes, rassembla autant de documents qu'elle put dans un petit coffret en cuir qu'elle trouva dans la pièce secrète. Elle ne pouvait pas tout prendre, car Thomas remarquerait la disparition, mais elle sélectionna les preuves les plus accablantes. Le journal de Thomas, plusieurs lettres de Josiah Crenshaw, des registres de paiements suspects et des documents relatifs à l'acquisition de la propriété Garrett. Elle cacha le coffret dans un endroit que jamais Thomas ne penserait à fouiller, la chapelle privée du manoir, désaffectée depuis des années. Elle glissa le coffret derrière une pierre descellée dans le mur, près de l'autel abandonné. Puis elle remit soigneusement tout en ordre dans le bureau secret et referma le panneau. Mais Sarah savait que posséder les preuves ne suffisait pas. Elle était une femme, sans droits légaux réels, mariée à un homme puissant et sans scrupules qui la faisait passer pour folle et tentait de l'empoisonner. Si elle essayait de révéler ses documents aux autorités, Thomas pourrait facilement la discréditer. Elle serait internée dans un asile avant d'avoir pu dire un mot, et les documents disparaîtraient. Elle avait besoin d'aide extérieure. Elle avait besoin de quelqu'un qui aurait une raison personnelle de vouloir détruire les Caldwell, quelqu'un qui ne serait pas intimidé par leur pouvoir, quelqu'un qui pourrait utiliser ses preuves efficacement. C'est à ce moment que Sarah entendit parler par les bavardages des domestiques d'un certain William Garrett, un mineur de charbon de Wigan, qui posait des questions sur les Caldwell, qui semblait obsédé par l'histoire de sa famille détruite 20 ans auparavant. Mary Hutchins, la femme de chambre, avait un cousin qui travaillait dans les mines et qui connaissait Garrett. Selon lui, Garrett était un homme amer et déterminé qui jurait de venger la mort de son père. Sarah comprit qu'elle avait trouvé son allié. Mais comment entrer en contact avec lui sans éveiller les soupçons de Thomas? Comment orchestrer leur rencontre d'une manière qui semblerait naturelle et qui permettrait de transmettre à Garrett les preuves dont il aurait besoin? C'est alors que Thomas, exaspéré par les délires persistants de sa femme et craignant peut-être qu'elle ne finisse par convaincre quelqu'un malgré tout, prit sa décision radicale. Il se débarrasserait d'elle par une vente publique. C'était humiliant, scandaleux, mais légal. Et une fois Sarah hors de sa maison, il pourrait s'assurer qu'elle ne représente plus jamais une menace, soit en la faisant interner par son nouvel acquéreur, soit par d'autres moyens plus définitifs. Pour Sarah, cette annonce fut paradoxalement une bénédiction. Elle comprit immédiatement que c'était l'opportunité qu'elle attendait. Elle envoya discrètement un message à William Garrett, via Mary Hutchins et son cousin mineur. Le message était simple. « Venez aux enchères. Achetez-moi. J'ai les preuves que vous cherchez depuis 20 ans. » William Garrett avait d'abord cru à un piège. Mais quelque chose dans le message, dans sa concision désespérée, l'avait convaincu.
Il avait fait des recherches sur Sarah Caldwell, avait appris son histoire, sa prétendue folie, les rumeurs selon lesquelles elle accusait son mari de meurtre. Il avait compris qu'elle n'était pas folle, qu'elle avait découvert la même vérité que son père avait découverte et que les Caldwell essayaient de la faire taire de la même manière. C'est ainsi que William Garrett s'était présenté sur la place du marché de Pendleton ce 23 mars 1850 avec 2 livres et 6 shillings en poche et un plan de vengeance qui couvait depuis 20 ans. Les semaines qui suivirent la vente furent une période de préparation minutieuse et de tension croissante. William Garrett avait emmené Sarah dans une petite maison qu'il louait à la périphérie de Wigan, loin de Pendleton et des yeux des Caldwell. C'était une demeure modeste, presque misérable comparée à Thornbury Manor, mais Sarah s'en moquait. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait en sécurité. Les premiers jours, William resta sur ses gardes, méfiant malgré tout. Mais quand Sarah lui montra le coffret qu'elle avait réussi à récupérer de la chapelle la veille de la vente, profitant d'un moment où Thomas était occupé avec les préparatifs de l'enchère, quand elle étala devant lui les documents, les lettres, le journal de Thomas, William comprit qu'elle disait la vérité. Il passa des nuits entières à lire et relire ces documents, les mains tremblantes de rage et de douleur renouvelée. Il voyait là, noir sur blanc, la confirmation de tout ce qu'il avait soupçonné. Il lisait les instructions de Josiah Caldwell à Silas Crenshaw concernant son père. Garrett devient un problème trop important. Il doit être résolu définitivement avant qu'il ne puisse nuire. Arrangez une rencontre à Manchester. Assurez-vous qu'il ne revienne pas et que tous les documents qu'il porte disparaissent avec lui. Il lisait la froide description que Thomas faisait du meurtre de son propre frère, sans le moindre remords apparent, comme s'il parlait d'éliminer un obstacle commercial gênant. « Ces documents sont suffisants pour détruire Thomas Caldwell », dit William une nuit, alors qu'ils étaient assis près de la cheminée. « Nous pouvons les porter à un magistrat, à un juge de la cour d'assises. Avec ces preuves, Thomas sera arrêté, jugé, pendu pour le meurtre d'Edmund. » Mais Sarah secoua la tête. « Non, dit-elle d'une voix calme mais impitoyable, ce n'est pas suffisant. Thomas n'est pas le seul coupable. Toute la fortune des Caldwell est bâtie sur le crime. Leurs relations, leur pouvoir, leurs alliés dans les banques, le commerce, les autorités locales, tout cela doit être exposé et détruit. Si nous nous contentons de faire arrêter Thomas, la famille survivra. Ils achèteront les meilleurs avocats, corrompront les témoins, feront traîner le procès jusqu'à ce que les gens oublient ou cessent de s'intéresser. Thomas pourrait même être acquitté, et nous nous retrouverions sans protection, des cibles faciles pour leur vengeance. » Elle se pencha vers William, ses yeux bleus brillant d'une détermination féroce. « Je veux les détruire complètement. Je veux que leur nom devienne synonyme de honte et d'infamie. Je veux que leur fortune soit saisie, que leur manufacture soit fermée, que personne ne veuille plus jamais faire affaire avec un Caldwell. Et je veux que Thomas comprenne, avant de mourir, que c'est moi qui ai orchestré sa chute, la femme folle qui l'a vendue comme du bétail. » William regarda Sarah avec un mélange de respect et d'inquiétude. Il voyait en elle quelque chose qu'il reconnaissait dans son propre cœur, une soif de vengeance qui était allée au-delà de la simple justice pour devenir quelque chose de plus sombre, de plus absolu. « Comment ?» demanda-t-il simplement. Sarah sourit alors, un sourire qui n'avait rien de chaleureux. Les Caldwell organisent chaque année, en juin, un grand bal de charité à Thornbury Manor. C'est l'événement social le plus important de la région. Tous les industriels, tous les notables, tous les magistrats et hommes d'affaires influents du Lancashire y sont invités. Thomas utilise cet événement pour renforcer ses alliances, impressionner ses partenaires commerciaux, montrer la puissance et la respectabilité de la famille Caldwell. Elle sortit de sa poche un journal local qu'elle avait acheté plus tôt dans la semaine. Le bal aura lieu le 15 juin 1850, dans moins de 3 mois. Ce sera l'occasion parfaite. Devant tous ces témoins influents, nous révélerons la vérité sur les Caldwell. Nous transformerons leur célébration triomphante en leur condamnation publique. Au cours des semaines suivantes, Sarah et William élaborèrent leur plan avec un soin méticuleux.
Ils ne pouvaient pas simplement apparaître au bal et crier leurs accusations. Ils seraient expulsés immédiatement, et leurs affirmations seraient rejetées comme les divagations de deux personnes rancunières. Non, ils devaient être plus subtils, plus stratégiques. Leur plan reposait sur plusieurs éléments clés. Premièrement, ils devaient s'assurer que les documents qu'ils possédaient seraient vus comme authentiques et non comme des faux. Pour cela, Sarah suggéra de contacter discrètement plusieurs personnes qui avaient été lésées par les Caldwell au fil des ans, des témoins potentiels qui pourraient corroborer les informations contenues dans les documents. William se mit au travail. Il retrouva la trace de 3 anciens employés de Caldwell Cotton Mills qui avaient été licenciés après avoir exprimé des doutes sur certaines pratiques de l'entreprise. Il localisa la veuve d'un des hommes mentionnés dans les documents, un certain Peter Holbrook, qui s'était noyé en 1818. La femme, maintenant âgée et vivant dans la pauvreté, accepta de témoigner que son mari avait reçu des menaces de Josiah Caldwell juste avant sa mort, et qu'elle avait toujours soupçonné un meurtre malgré le verdict officiel d'accident. Deuxièmement, il devait trouver un moyen de faire parvenir les documents aux bonnes personnes au bon moment. Sarah eut une idée audacieuse. Il créerait des copies des documents les plus accablants et les enverrait, juste avant le bal, à plusieurs destinataires stratégiques. Un juge de la cour d'assises de Manchester connu pour son intégrité, le rédacteur en chef du Manchester Guardian, le journal qui avait perdu un journaliste dans des circonstances suspectes en 1843. Plusieurs concurrents commerciaux des Caldwell qui seraient ravis de voir leur rival tomber, et le chief constable du Lancashire qui serait obligé d'ouvrir une enquête une fois les accusations rendues publiques. Troisièmement, et c'était le plus audacieux, il devait s'introduire au bal lui-même pour s'assurer que la révélation se fasse de la manière la plus spectaculaire et irrévocable possible. William ne pouvait évidemment pas y entrer. Il serait reconnu et expulsé immédiatement. Mais Sarah avait une idée. « Je vais y retourner », dit-elle. William la regarda comme si elle avait perdu l'esprit. « C'est de la folie. Thomas vous fera arrêter immédiatement. Ou pire. »« Non, » répondit Sarah calmement. Thomas ne peut pas se permettre de créer un scandale pendant son propre bal, devant tous ses invités importants. Il sera forcé de maintenir les apparences, au moins temporairement. Et puis, je ne viendrai pas seul. J'aurai des alliés. Elle expliqua son plan. Elle contacterait plusieurs dames de la bonne société de Manchester qu'elle avait connues avant son mariage. Des femmes respectables qui avaient été horrifiées par sa vente publique et qui avaient exprimé leur sympathie. Elle leur dirait qu'elle avait des preuves d'un crime terrible commis par Thomas Caldwell et qu'elle avait besoin de leur présence au bal pour témoigner de ce qui serait révélé. La plupart de ces femmes étaient des épouses d'industriels ou de magistrats, elles-mêmes invitées au bal. Leur présence protégerait Sarah, du moins temporairement. William hésita, mais il dut admettre que le plan avait une certaine logique tordue. Et surtout, il voyait dans les yeux de Sarah une détermination absolue. Elle irait à ce bal, avec ou sans son approbation. Pendant que Sarah écrivait des lettres soigneusement formulées à ses anciennes connaissances, William entreprit une autre tâche. Il contacta discrètement plusieurs journalistes de Manchester et de Liverpool, leur donnant juste assez d'informations pour piquer leur curiosité. Il leur parla de révélations explosives qui seraient faites lors du bal Caldwell, de documents prouvant des décennies de crimes. Il ne donna pas les détails, mais il s'assura qu'ils seraient présents, attirés par la promesse d'un scandale majeur. Pendant ce temps, à Thornbury Manor, Thomas Caldwell vivait ce qui aurait dû être ses moments de triomphe. Il était débarrassé de sa gênante épouse, il contrôlait sans partage l'empire familial, et les affaires n'avaient jamais été aussi prospères. Les préparatifs pour le bal annuel avançaient magnifiquement. Il avait invité plus de 200 personnes, les plus influentes du Lancashire et au-delà. Mais Thomas n'était pas complètement tranquille. Il n'arrivait pas à oublier le regard que Sarah lui avait lancé sur la place du marché, ni ses dernières paroles « Je te maudis, toi et tout ce que les Caldwell ont construit sur le mensonge et le meurtre ».
Il y avait eu quelque chose de troublant dans cette malédiction, quelque chose de trop assuré, comme si Sarah savait quelque chose qu'il ignorait. Il avait fait des recherches sur William Garrett, l'homme qui avait acheté Sarah. Ce qu'il avait découvert l'avait profondément inquiété. Garrett était le fils de Richard Garrett, l'homme que Josiah Caldwell avait fait assassiner en 1830. Thomas avait trouvé cette information dans les documents secrets de son père, ceux-là même qu'Edmund avait découverts et que Thomas avait pris soin de sécuriser après avoir éliminé son frère. Cette coïncidence ne pouvait pas être fortuite. Garrett avait orchestré la vente, il avait délibérément acquis Sarah. Mais pourquoi ? Que pouvait faire un simple mineur de charbon contre la puissance des Caldwell? Et surtout, que savait exactement Sarah? Avait-elle vraiment découvert quelque chose de compromettant, ou n'était-ce que les divagations d'une femme affectée par l'empoisonnement à l'arsenic? Thomas décida de prendre des précautions. Il engagea discrètement 2 hommes, des anciens militaires reconvertis en détectives privés, pour surveiller William Garrett et Sarah. Il voulait savoir où ils vivaient, ce qu'ils faisaient, avec qui ils correspondaient. Les rapports qu'il reçut au début du mois de mai le troublèrent davantage. Sarah et Garrett correspondaient avec plusieurs personnes, envoyaient et recevaient de nombreuses lettres. Ils avaient rencontré d'anciens employés de Caldwell Cotton Mills. Garrett avait été vu parlant avec des journalistes dans des tavernes de Manchester. Thomas sentit la première vraie pointe de peur lui traverser le ventre. Il préparait quelque chose de sérieux. Mais quoi exactement? Que pouvait-il savoir? Que pouvait-il prouver? Il retourna dans son bureau secret et examina anxieusement les documents qu'il gardait là. Tout semblait en ordre. Le journal intime était là, les lettres de son père, les registres compromettants. Rien ne manquait. Il ne pouvait pas savoir que Sarah avait pris soin de ne retirer que quelques documents parmi les nombreux autres, et qu'elle avait replacé les autres exactement comme elle les avait trouvés. Thomas envisagea d'annuler le bal, mais c'était impossible. Les invitations avaient été envoyées depuis des mois, tout était organisé. L'annulation serait vue comme un signe de faiblesse, susciterait des questions. Non, le bal devait avoir lieu comme prévu. Mais Thomas décida de renforcer la sécurité. Il engagea une 12aine d'hommes supplémentaires pour surveiller les entrées de Thornbury Manor le soir du bal. Il donna des instructions strictes, aucune personne non invitée ne devait être admise. Et si Sarah Caldwell ou William Garrett tentèrent d'approcher, ils devaient être discrètement mais fermement éconduits, par la force si nécessaire. Il fit également venir le docteur Pemberton pour une conversation privée. Il lui expliqua que son ancienne épouse, vraisemblablement toujours dérangée, pourrait tenter de créer un scandale lors du bal. Si cela se produisait, il aurait besoin que le bon docteur atteste publiquement de l'état mental déficient de Sarah, de son hystérie, de ses délires paranoïaques. Pemberton, qui devait sa position sociale et une bonne partie de ses revenus à la famille Caldwell, accepta sans hésitation. Pendant ce temps, Sarah recevait des réponses encourageantes à ses lettres. Plusieurs de ses anciennes connaissances de Manchester acceptaient de la soutenir. Lady Catherine Wentworth, épouse d'un magnate du textile, écrivit qu'elle serait présente et qu'elle serait ravie de voir la vérité enfin révélée, quelle qu'elle soit. Madame Elizabeth Fairfax, dont le mari était un magistrat respecté, promit également son soutien. D'autres dames, choquées par la vente aux enchères de Sarah et sympathiques à son sort, acceptèrent de venir témoigner de ce qu'elles verraient et entendraient. Les journalistes contactés par William confirmaient également leur présence. L'odeur d'un scandale majeur les attirait comme des mouches vers du miel. Tout était en place. Le piège était tendu. Il ne restait plus qu'à attendre le 15 juin et voir si la vengeance, si soigneusement orchestrée, allait réellement détruire l'empire des Caldwell ou si Thomas trouverait un moyen de retourner la situation à son avantage. Les derniers jours avant le bal furent presque insupportables pour tous les protagonistes. Sarah dormait à peine, répétant mentalement chaque étape du plan, imaginant tout ce qui pourrait mal tourner. William vérifiait et revérifiait
que les copies des documents étaient prêtes à être envoyées, que les témoins qu'ils avaient rassemblés seraient présents au bon moment. Et Thomas Caldwell, dans sa grande demeure, sentait l'angoisse grandir en lui comme une tumeur maligne. Il avait des cauchemars où Edmund revenait d'entre les morts pour l'accuser, où Sarah apparaissait au bal et révélait des secrets qu'il croyait enterrés à jamais. Il buvait plus que d'habitude, dormait mal, devenait irritable avec ses domestiques. Le 14 juin au soir, la veille du bal, Sarah écrivit une dernière lettre. Elle était adressée à Thomas Caldwell, mais ne devait être livrée que le lendemain matin, quelques heures avant le bal. La lettre était brève, mais son contenu était calculé pour perturber profondément Thomas. « Cher Thomas, » écrivait Sarah d'une écriture soignée, « je serai présente à ton bal demain soir. J'apporterai avec moi les documents qu'Edmund avait trouvés, ceux que tu croyais avoir fait disparaître. J'apporterai aussi ton propre journal, où tu décris si froidement comment tu as assassiné ton frère. Tout sera révélé devant tes invités, devant tes partenaires commerciaux, devant les magistrats et les hommes de loi. Tu as essayé de me faire taire en m'empoisonnant, puis en me vendant comme du bétail. Mais je suis toujours là, et ta condamnation approche. Profite de cette dernière nuit, Thomas. C'est la dernière où tu dormiras en homme libre. Ton ancienne épouse, Sarah. » La lettre fut livrée à Thornbury Manor à 8 heures du matin le 15 juin. Un domestique l'apporta à Thomas pendant qu'il prenait son petit déjeuner. Quand Thomas lut le contenu, il devint blanc comme un linceul. Ses mains tremblaient tellement qu'il renversa sa tasse de thé. Elle avait son journal. Elle avait les documents d'Edmund. Comment était-ce possible? Il les avait vus dans son bureau secret il y a quelques semaines à peine. À moins qu'elle n'ait pris seulement quelques documents, qu'elle ait fait des copies. Mais comment aurait-elle pu accéder à son bureau secret? Thomas se précipita dans la bibliothèque, ouvrit frénétiquement le panneau dissimulé. Les coffrets étaient là, apparemment intacts. Il les ouvrit avec des mains tremblantes, commença à fouiller frénétiquement. Le journal était là. Les lettres de son père étaient là. Mais en examinant plus attentivement, Thomas réalisa avec horreur que certains documents manquaient. Des lettres spécifiques, certaines pages de registre. Sarah avait été très sélective, prenant juste assez pour être accablant, mais pas assez pour qu'il remarque immédiatement la disparition. Et elle avait son journal, ou du moins, elle prétendait l'avoir. Thomas feuilleta frénétiquement le cahier qu'il tenait entre ses mains. Non, c'était bien son journal, celui où il avait écrit ses pensées les plus intimes. Mais alors, Sarah bluffait-elle? Ou avait-elle fait une copie parfaite avant de remettre l'original en place? Thomas comprit qu'il ne pouvait pas prendre le risque. Si Sarah disait la vérité, si elle apparaissait vraiment au bal avec ses documents, sa vie était finie. Il serait arrêté, jugé, pendu pour le meurtre d'Edmund. Et même s'il échappait à la potence par quelque miracle, sa réputation serait détruite, ses affaires ruinées, la fortune familiale dispersée. Il devait agir immédiatement. Il convoqua les 2 détectives privés qu'il avait engagés et leur donna de nouvelles instructions, beaucoup plus sombres que les précédentes. Il fallait localiser Sarah et William Garrett avant le bal et s'assurer qu'ils ne puissent jamais y apparaître. Les méthodes étaient laissées à la discrétion des détectives, mais le résultat devait être définitif. Thomas offrit une somme considérable, 50 livres sterling pour chacun d'eux s'ils réglaient le problème avant le soir. Les 2 hommes partirent immédiatement pour Wigan. Mais ce que Thomas ne savait pas, c'est que Sarah et William avaient anticipé exactement cette réaction. Ils n'étaient plus dans la petite maison de Wigan. Dès l'envoi de la lettre, ils avaient déménagé dans un hôtel de Manchester sous des noms d'emprunt, ne révélant leur emplacement qu'à leurs alliés les plus proches. Quand les détectives arrivèrent à Wigan et trouvèrent la maison vide, ils comprirent qu'ils avaient été déjoués. Ils envoyèrent un message urgent à Thomas, mais il était déjà midi. Le bal commencerait à 19 heures. Il n'y avait plus assez de temps pour retrouver Sarah et Garrett dans tout le Lancashire. Thomas sentit alors une terreur froide l'envahir.
une sensation qu'il n'avait jamais connue auparavant. Pour la première fois de sa vie, il n'avait plus le contrôle de la situation. Il était piégé, contraint d'accueillir plus de 200 invités dans quelques heures, sachant que parmi eux se trouverait la femme qu'il avait essayé de rendre folle et de vendre, accompagnée de preuves qui pourraient le détruire. Il envisagea brièvement d'annuler le bal en prétextant une maladie soudaine, mais il était trop tard. Les invités étaient déjà en route, certains venant de loin. Une annulation de dernière minute serait interprétée comme une preuve de culpabilité, surtout si Sarah rendait ses accusations publiques malgré tout. Non. Thomas devait aller de l'avant. Il devait se présenter devant ses invités comme l'hôte parfait, maintenir les apparences et espérer que le docteur Pemberton pourrait discréditer Sarah suffisamment rapidement pour que ses accusations soient rejetées comme les délires d'une femme dérangée. C'était un pari risqué, mais c'était tout ce qui lui restait. Le soir du 15 juin 1850, Thornbury Manor était illuminé de centaines de chandelles et de lampes à huile. Les jardins avaient été décorés avec un soin extrême. Des musiciens avaient été engagés, un banquet somptueux avait été préparé. Vers 19 heures, les invités commencèrent à arriver dans leurs plus beaux atours. Les hommes en habits de soirée, les dames en robes de soie et crinolines, parés de bijoux qui scintillaient à la lumière des flambeaux. Thomas Caldwell, impeccablement vêtu mais le visage tendu malgré ses efforts pour paraître détendu, accueillait personnellement chaque invité à l'entrée du grand salon. Il serrait des mains, échangeait des plaisanteries, acceptait des compliments sur la magnificence de la soirée. Mais ses yeux ne cessaient de scruter chaque nouvelle arrivée, guettant l'apparition de Sarah. À 20 heures, le bal était en plein déroulement. L'orchestre jouait des valses, les couples dansaient, les conversations animées emplissaient les salons. Des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne et de canapés raffinés. Tout semblait parfait, exactement comme Thomas l'avait planifié. Et puis, à 20h30, il y eut un certain remous près de l'entrée principale. Les conversations s'interrompirent progressivement, alors qu'un murmure de surprise et de curiosité se propageait à travers la foule. Thomas sentit son sang se glacer dans ses veines. Sarah Caldwell venait d'entrer dans le salon. Elle portait une robe de soie noire, simple mais élégante, qui contrastait dramatiquement avec les couleurs vives portées par les autres dames. Ses cheveux, qui avaient en partie repoussé après leur chute causée par l'empoisonnement à l'arsenic, étaient coiffés de manière stricte. Son visage était pâle, mais composé, et ses yeux bleus fixaient Thomas avec une intensité implacable. Elle n'était pas seule. À sa droite se tenait William Garrett, vêtu d'un habit de soirée loué pour l'occasion, tenant sous son bras un coffret en cuir. À sa gauche, Lady Catherine Wentworth, une dame de la haute société de Manchester, dont la présence conférait une légitimité immédiate à Sarah. Et derrière eux, un groupe d'environ une douzaine de personnes, d'autres dames respectables de Manchester, 2 magistrats et plusieurs hommes que Thomas reconnut avec horreur comme étant des journalistes. Le silence s'était maintenant propagé dans tout le salon. Plus de 200 paires d'yeux étaient fixés sur cette scène extraordinaire. L'épouse vendue aux enchères 3 mois auparavant, faisant une entrée spectaculaire au bal de son ancien mari, Thomas sentit tous ses plans s'effondrer. Il avait espéré pouvoir isoler Sarah, la faire expulser discrètement avant qu'elle ne puisse parler. Mais entouré de toutes ces personnalités respectables, protégées par leur présence, il ne pouvait rien faire sans créer un scandale encore plus grand. Le docteur Pemberton, qui se tenait près de Thomas, s'avança d'un pas, prêt à déclarer que Sarah était mentalement dérangée et ne devait pas être prise au sérieux. Mais Lady Wentworth le devança. « Docteur Pemberton, dit-elle d'une voix forte et claire qui portait dans tout le salon, j'ai examiné Madame Sarah Caldwell moi-même ces dernières semaines, avec l'assistance du docteur Harrison de Manchester, un spécialiste reconnu des maladies nerveuses. Nous sommes tous deux d'accord pour affirmer que cette dame est en pleine possession de ses facultés mentales. Les symptômes qu'elle a manifestés précédemment étaient causés par un empoisonnement progressif à l'arsenic et non par une quelconque hystérie ou mélancolie.
Un murmure choqué parcourut l'assemblée. Pemberton devint livide, ouvrit la bouche pour protester, mais Lady Wentworth continua implacablement. Le docteur Harrison a analysé des échantillons de cheveux de Madame Caldwell et a trouvé des concentrations d'arsenic cohérentes avec une administration prolongée sur plusieurs mois. Nous sommes prêts à témoigner de ces faits devant n'importe quelle autorité compétente. Thomas, sentant que la situation lui échappait complètement, tenta de reprendre le contrôle. « Mesdames et messieurs, dit-il d'une voix qu'il s'efforçait de garder calme, je suis désolé de cette intrusion perturbante. Cette personne n'est plus mon épouse et n'a aucune raison d'être présente ici. Je vous prie de bien vouloir excuser ce désagrément pendant que j'arrange pour qu'elle soit reconduite. » Mais Sarah s'avança alors, et sa voix, quand elle parla, était claire et implacable. « Je suis venu pour révéler la vérité sur la famille Caldwell devant témoins, une vérité qui a été cachée pendant 3 générations, une vérité de meurtre, de trahison et de cupidité. » Elle fit un signe à William qui ouvrit le coffret et commença à en sortir des documents. « Voici les preuves, » continua Sarah, « que Josiah Caldwell, le père de Thomas Caldwell, a fait assassiner au moins 6 de ses concurrents commerciaux entre 1815 et 1830. Voici les lettres qu'il a écrites à un homme nommé Silas Crenshaw, donnant des instructions explicites pour éliminer ces hommes et faire passer leur mort pour des accidents. William tendit plusieurs lettres à l'un des magistrats présents, M. Edward Blackstone, connu pour son intégrité inflexible. Blackstone commença à lire, et son visage devint de plus en plus grave. « Et voici, » poursuivit Sarah, sa voix maintenant chargée d'émotions contenues, le journal personnel de Thomas Caldwell, dans lequel il décrit comment il a assassiné son propre frère Edmund lors d'une partie de chasse en octobre 1847, parce qu'Edmund avait découvert les crimes de leur père et voulait les révéler aux autorités. Cette fois, le silence dans le salon était absolu. On aurait pu entendre une épingle tomber. Les visages exprimaient l'incrédulité, l'horreur, la fascination morbide. Thomas, sentant que tout était perdu, tenta une dernière défense désespérée. « Ces documents sont des faux !» cria-t-il, « fabriqués par cette femme vindicative et son complice pour me nuire. Mon frère est mort dans un accident tragique, chacun le sait. Il y a eu une enquête complète menée par Sir Archibald Pemberton. » Mais Sarah était préparée à cette objection. « Sir Archibald Pemberton », dit-elle en se tournant vers la foule, dont le neveu, le docteur Pemberton ici présent, est le médecin personnel des Caldwell et dépend d'eux pour une grande partie de ses revenus. L'enquête n'a jamais été impartiale. Elle fit un autre signe, et une femme âgée s'avança du groupe qui accompagnait Sarah. « Voici Madame Eleanor Hartley, née Holbrook », annonça Sarah. Son premier mari, Peter Holbrook, possédait une manufacture de coton concurrente de celle des Caldwell. Il s'est prétendument noyé dans le canal en 1818, alors qu'il était en état d'ébriété. « Madame Hartley, voulez-vous bien répéter ce que vous m'avez dit ?» La vieille femme, sa voix tremblante mais déterminée, parla. « Mon Peter ne buvait jamais d'alcool. Jamais. Il avait fait vœu d'abstinence après avoir vu son propre père se détruire par la boisson. La veille de sa mort, il m'avait dit qu'il avait reçu une lettre de menace de Josiah Caldwell, lui ordonnant de vendre sa manufacture ou d'en subir les conséquences. Le lendemain, on l'a retrouvé mort dans le canal et l'enquête a conclu à une noyade accidentelle d'un homme ivre. J'ai essayé de protester, de dire que c'était impossible, mais personne ne m'a écouté. J'étais juste une femme. Et les Caldwell étaient puissants. D'autres témoins s'avancèrent alors. Un ancien contremaître de Caldwell Cotton Mills, qui avait vu Josiah Caldwell remettre des sommes importantes à des hommes à l'aspect inquiétant, toujours juste avant qu'un concurrent ne subisse un accident. Une femme dont le père, un inventeur, était mort mystérieusement après avoir refusé de vendre son brevet à Josiah Caldwell. Un employé de banque qui avait remarqué des transactions suspectes dans les comptes Caldwell, coïncidant avec les acquisitions de propriétés de défunts concurrents. Chaque témoignage ajoutait une couche supplémentaire à l'accusation. Le schéma devenait indéniable.
Et les documents que Sarah avait apportés, examinés maintenant par plusieurs magistrats et hommes de loi présents, semblaient authentiques. Thomas Caldwell, voyant l'hostilité croissante dans les regards qui se tournaient vers lui, sentit la panique l'envahir complètement. Il chercha désespérément le docteur Pemberton du regard, mais celui-ci s'était discrètement éloigné vers la sortie, ne voulant manifestement plus être associé à cette débâcle. « Mensonge !» hurla Thomas, sa voix devenant hystérique. « Tout cela n'est qu'un tissu de mensonges fabriqués par des gens jaloux de notre réussite. Mon père était un honnête homme d'affaires. Mon frère est mort dans un accident. Cette femme était folle, elle l'est toujours. Mais personne ne l'écoutait plus. Les invités reculaient de lui comme s'il était porteur de peste. Les magistrats se consultaient à voix basse, leurs visages graves. Les journalistes prenaient frénétiquement des notes, sachant qu'ils tenaient là le scandale du siècle. C'est alors que Sarah joua sa carte finale. « Il y a une dernière chose », dit-elle d'une voix plus douce, mais qui porta néanmoins dans tout le salon. « Thomas Caldwell a tenté de m'assassiner. Il a administré de l'arsenic dans mes tisanes pendant des mois, espérant me rendre folle ou me tuer lentement. Quand cela n'a pas suffi à me faire taire, il m'a vendu aux enchères publiques comme du bétail, espérant se débarrasser de moi définitivement. » Elle se tourna directement vers Thomas. Et pour la première fois ce soir-là, ses yeux se remplirent de larmes. Mais c'étaient des larmes de rage, pas de chagrin. « Tu as tué ton propre frère, Thomas. Tu as empoisonné ta propre épouse. Tu as construit ta vie sur les cadavres de personnes innocentes. Et maintenant, devant tous ces témoins, je te demande, as-tu quelque chose à dire pour ta défense ?» Thomas la regarda, et dans ce moment, quelque chose se brisa en lui. Peut-être était-ce le poids de la culpabilité accumulée, peut-être était-ce simplement la réalisation que tout était fini, que sa vie telle qu'il la connaissait était terminée. Sa façade soigneusement maintenue s'effondra. Edmund allait tout détruire, murmura-t-il, sa voix soudainement vide d'émotion. Tout ce que notre père avait construit, tout ce que j'avais hérité. Il voulait confesser nos crimes, ruiner notre nom, disperser notre fortune. Je n'ai pas eu le choix. Un silence de mort suivit cet aveu. Thomas sembla soudain réaliser ce qu'il venait de dire devant plus de 200 témoins. Il porta ses mains à sa bouche, ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. « Non, » dit-il faiblement, « je ne voulais pas dire. J'étais sous pression, je ne sais plus ce que je dis, mais il était trop tard. Les mots avaient été prononcés, entendus par tous. » Le magistrat Edward Blackstone s'avança, son visage dur comme la pierre. « Thomas Caldwell, » dit-il d'une voix solennelle, « au nom de la loi, je vous place en état d'arrestation pour le meurtre d'Edmund Caldwell et pour tentative de meurtre sur la personne de Sarah Caldwell. Vous serez conduit à la prison de Manchester en attendant votre jugement devant la cour d'assises. » Deux constables qui faisaient partie des invités s'avancèrent et saisirent Thomas par les bras. Il ne résista pas. Il semblait être dans un état de choc, incapable de vraiment comprendre ce qui venait de se passer. Tandis qu'on l'emmenait hors du salon, il tourna une dernière fois son regard vers Sarah. Dans ses yeux, elle ne lut ni haine ni colère. Seulement une incompréhension profonde, comme s'il ne pouvait toujours pas concevoir comment une simple femme, celle qu'il avait si facilement vendue comme du bétail, avait réussi à orchestrer sa chute totale. Si cette histoire vous a donné des frissons, je vous invite à liker cette vidéo et à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de la vengeance de Sarah. Était-elle justifiée ou est-elle allée trop loin? Vos réflexions nous intéressent. Les semaines qui suivirent le bal désastreux de Thornbury Manor furent une période de révélations en cascade et de bouleversements profonds dans la société du Lancashire. Le procès de Thomas Caldwell commença en août 1850 et attira une attention médiatique sans précédent. Les journaux de tout le pays couvraient quotidiennement les audiences, détaillant chaque témoignage accablant, chaque preuve présentée. L'affaire devint un symbole de la corruption morale qui pouvait accompagner l'enrichissement rapide de l'ère industrielle. Le journal intime de Thomas, authentifié par plusieurs experts en écriture, fut lu intégralement devant le tribunal.
Sa description froide et méthodique du meurtre de son frère horrifia même les juges les plus endurcis. Les lettres de Josiah Caldwell à Silas Crenshaw, bien qu'utilisant un langage codé, étaient suffisamment explicites pour établir un schéma clair d'assassinat commandité. Les témoins que Sarah et William avaient rassemblés se succédèrent à la barre. Chacun apportait une pièce supplémentaire au puzzle morbide de l'ascension des Caldwell. La veuve de Richard Garrett, Eleanor, témoigna avec une dignité poignante sur la destruction de sa famille. Les anciens employés de Caldwell racontèrent les menaces, les intimidations, les accidents mystérieux qui frappaient ceux qui posaient trop de questions. Le docteur Pemberton fut également appelé à témoigner. Confronté aux preuves de l'empoisonnement de Sarah à l'arsenic, il fut contraint d'admettre qu'il avait négligé des signes évidents parce qu'il ne voulait pas offenser son riche client. Sa carrière fut ruinée et il quitta le Lancashire dans la honte. Thomas Caldwell fut reconnu coupable de meurtre avec préméditation sur la personne d'Edmund Caldwell et de tentative de meurtre sur Sarah Caldwell. La sentence fut prononcée le 23 septembre 1850. La mort par pendaison. L'exécution eut lieu à l'aube du 15 octobre, exactement 3 ans jour pour jour après le meurtre d'Edmund. Une foule immense s'était rassemblée devant la prison de Manchester pour assister à la pendaison. Sarah Caldwell n'y était pas. Elle avait refusé d'assister à ce spectacle, disant qu'elle avait obtenu sa vengeance et qu'elle n'avait aucun désir de voir la mort de Thomas, aussi méritée que fût son châtiment. Mais l'histoire ne s'arrêta pas avec la mort de Thomas. L'empire Caldwell s'effondra comme un château de cartes. Caldwell Cotton Mills fut saisi par les créanciers car il fut révélé que Thomas avait contracté d'énormes dettes pour maintenir les apparences de prospérité. La manufacture fut vendue aux enchères et rachetée par un consortium d'industriels de Manchester qui la rebaptisèrent et tentèrent d'effacer toute association avec le nom maudit des Caldwell. Thornbury Manor, le symbole même de la puissance de la famille, fut également vendu. Les nouveaux propriétaires, une famille de marchands de Liverpool, changèrent immédiatement le nom de la propriété et firent détruire la chapelle privée où Sarah avait caché les documents compromettants. Selon les domestiques, la chapelle était hantée par les fantômes des victimes des Caldwell. Bien que Sarah, interrogée sur ces rumeurs, déclara que les seuls fantômes qui hantaient ce lieu étaient ceux de la culpabilité et du remords, des fantômes bien humains. Les biens restants de la famille Caldwell furent saisis pour dédommager partiellement les familles des victimes des 3 générations de crimes. Eleanor Hartley, la veuve de Peter Holbrook, reçut une somme qui lui permit de vivre confortablement ces dernières années. D'autres familles lésées reçurent également des compensations, bien que l'argent ne put jamais vraiment réparer le mal qui leur avait été fait. Quant à William Garrett, il utilisa une partie de la compensation qu'il reçut pour la mort de son père pour racheter l'ancienne filature de Richard Garrett qui avait été absorbée par Caldwell Cotton Mills. Il la restaura et la remit en activité, la rebaptisant Garrett & Sons en l'honneur de son père. La manufacture devint prospère sous sa direction, mais William veilla toujours à maintenir des conditions de travail décentes pour ses employés et à conduire ses affaires avec une honnêteté scrupuleuse. Il disait souvent qu'il voulait prouver qu'on pouvait réussir dans l'industrie textile sans marcher sur les cadavres de ses concurrents. Sarah Caldwell, après le procès, reprit son nom de jeune fille, Sarah Preston. Elle ne retourna jamais vivre à Manchester, préférant s'installer dans une petite maison à la campagne, près de York. Elle vécut le reste de sa vie dans une relative solitude, refusant poliment les nombreuses demandes d'interview et les propositions de mariage. Cependant, Sarah ne resta pas inactive. Elle consacra une grande partie de son temps et de la compensation financière qu'elle avait reçue à des œuvres de charité, notamment à la création d'un refuge pour femmes victimes de violences conjugales. Elle savait par expérience personnelle à quel point les femmes de l'époque victorienne étaient vulnérables face à des maris abusifs, et elle voulait offrir à d'autres ce qu'elle-même avait dû obtenir par des moyens si extrêmes, une échappatoire et une chance de nouvelle vie.
William Garrett et Sarah Preston restèrent en contact régulier jusqu'à la fin de leur vie. Leur relation était complexe, basée sur une expérience partagée de vengeance et de justice, mais teintée aussi d'une certaine tristesse. Ils avaient réussi à détruire ceux qui avaient détruit leur famille, mais cette victoire avait un goût amer. Comme Sarah l'écrivit dans une lettre privée à William quelques années après le procès. « Nous avons obtenu justice, mon ami, mais nous avons aussi perdu notre innocence dans le processus. La vengeance, même justifiée, laisse des cicatrices sur l'âme. » L'affaire Caldwell eut des répercussions durables sur la société du Lancashire et au-delà. Elle contribua à une prise de conscience croissante des abus et des crimes qui pouvaient se cacher derrière les façades respectables de l'aristocratie industrielle. Plusieurs enquêtes furent ouvertes sur d'autres familles et entreprises, révélant d'autres cas de corruption, bien que rarement aussi dramatiques que celui des Caldwell. La pratique de la vente d'épouses, déjà en déclin, fut davantage stigmatisée après que l'histoire de Sarah eut été largement diffusée. Des réformateurs sociaux utilisèrent son cas pour argumenter en faveur d'une amélioration des droits des femmes mariées et d'un accès plus facile au divorce pour les cas d'abus. Bien que les changements législatifs prirent encore des décennies, l'affaire Caldwell fut souvent citée comme un exemple des dangers de laisser les maris avoir un pouvoir illimité sur leurs épouses. Le nom Caldwell devint synonyme de trahison et de corruption dans le Lancashire. Pendant des générations, les parents utilisèrent l'histoire comme un conte moral pour leurs enfants. Agisse honnêtement, ou tu finiras comme les Caldwell. Les rares descendants collatéraux de la famille qui restaient changèrent de nom pour échapper à la honte associée à leur lignée. Mais au fil des décennies, comme c'est souvent le cas avec les scandales historiques, l'histoire commença à se transformer en légende. Les détails précis s'estompèrent, remplacés par des versions sensationnalisées ou romantiques. Certains récits présentaient Sarah comme une héroïne vengeresse quasi mythique. D'autres la dépeignaient comme une manipulatrice calculatrice qui avait orchestré la chute d'une famille entière. William Garrett devint tantôt un chevalier servant désintéressé, tantôt un complice ambitieux cherchant à s'enrichir des ruines des Caldwell. La vérité, comme toujours, était plus complexe et plus humaine que ces versions simplifiées. Sarah et William étaient des personnes profondément blessées qui avaient cherché justice dans un système qui ne leur en offrait aucune. Leur méthode avait été impitoyable, mais face à des adversaires qui n'hésitaient pas à assassiner, à empoisonner et à manipuler le système judiciaire, avaient-ils vraiment eu le choix ? Cette question resta débattue dans les cercles intellectuels du Lancashire pendant de nombreuses années. Certains philosophes et moralistes utilisèrent l'affaire Caldwell pour explorer les limites éthiques de la vengeance et de la justice personnelle. D'autres y virent une illustration des dangers d'un système social où le pouvoir et la richesse plaçaient certains individus au-dessus des lois. Sarah Preston mourut en 1882 à l'âge de 58 ans d'une pneumonie. Dans son testament, elle légua sa petite fortune au refuge pour femmes qu'elle avait fondé, ainsi qu'à plusieurs organisations caritatives. Elle demanda à être enterrée sous son nom de jeune fille, dans un cimetière anonyme, sans pierre tombale élaborée. Sur sa simple stèle, à sa demande, ne figurait qu'une épitaphe énigmatique. Elle a cherché la vérité et l'a trouvée. Que son âme connaisse enfin la paix. William Garrett lui survécut de 5 ans, mourant en 1887 à l'âge de 67 ans. Il avait transformé la manufacture de son père en une entreprise prospère et respectée, et avait élevé 3 enfants qui continuèrent son œuvre. Sur son lit de mort, il aurait dit à son fils aîné « J'ai passé la moitié de ma vie à chercher vengeance, et l'autre moitié à essayer de me racheter de cette vengeance. Toi, mon fils, tu as la chance de vivre toute ta vie dans la lumière, sans être hanté par les ombres du passé. Ne gaspille pas cette chance. » Les documents originaux qui avaient dû condamner Thomas Caldwell furent conservés dans les archives du tribunal de Manchester, où ils restent encore aujourd'hui accessibles aux historiens et aux chercheurs. Le journal intime de Thomas, en particulier, est devenu un objet d'étude fascinant pour les psychologues et les criminologues.
offrant un aperçu rare de l'esprit d'un meurtrier fratricide de l'ère victorienne. Thornbury Manor, après avoir changé plusieurs fois de propriétaire, fut finalement converti en sanatorium au début du XXe siècle, puis en hôtel de luxe dans les années 1950. Aujourd'hui, c'est un centre de conférences et un lieu de mariage populaire. Les propriétaires actuels ont discrètement omis l'histoire sombre de la propriété dans leur matériel promotionnel, préférant se concentrer sur l'architecture georgienne élégante et les jardins pittoresques. Mais les habitants locaux n'ont pas oublié. Dans les pubs de Pendleton, on raconte encore parfois l'histoire de Sarah Caldwell et de sa vengeance spectaculaire. Les détails varient selon le conteur, mais l'essence reste. Une femme qui refusa d'être réduite au silence, qui transforma son statut de victime en arme et qui détruisit un empire criminel bâti sur 3 générations de meurtres et de corruption. Certains soirs, dit-on, quand le brouillard monte des canaux et enveloppe les vieilles rues industrielles de Pendleton, on peut encore sentir l'écho de cette histoire. Le marché où Sarah fut vendue existe toujours, bien que modernisé et méconnaissable. Mais les plus âgés du village prétendent que si vous vous tenez au bon endroit, à la bonne heure, vous pouvez presque entendre la voix de Sarah prononçant sa malédiction. « Je te maudis, toi et tout ce que les Caldwell ont construit sur le mensonge et le meurtre. » Et peut-être dans les archives poussiéreuses, dans les vieux registres jamais complètement examinés, dans les histoires familiales chuchotées mais jamais écrites, dorment encore d'autres secrets similaires. D'autres fortunes bâties sur des fondations sanglantes. D'autres victimes qui n'ont jamais eu leur Sarah pour les venger. D'autres Thomas Caldwell qui ont échappé à la justice et dont les descendants jouissent encore aujourd'hui de richesses obtenues par le crime. L'histoire des Caldwell nous rappelle que derrière les façades respectables de la société, derrière les grandes demeures et les entreprises prospères, peuvent se cacher des horreurs insoupçonnées. Elle nous rappelle aussi que la justice, quand elle ne peut être obtenue par les voies légales, trouvera parfois des chemins alternatifs, portés par la détermination implacable de ceux